Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Samba 15 ans dans la commune de Kolda, il y est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 10 octobre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Dégradation de la note du Sénégal par Moody's. Le lancement du référentiel du projet devrait enfin permettre aux partenaires du Sénégal d'avoir une bonne visibilité sur les politiques économiques à mettre en œuvre. Vague de contestation secoue le PDS et les critiques fusent. Cette vague de dissension met le parti en sursis avec des voix de plus en plus nombreuses se levant contre la décision de Wade Fils. Justice au tribunal de grande instance de Kaolack, retenu au départ des dossiers, ont été renvoyés à d'autres audiences et pour cause, la forte pluie d'hier s'y ajoute un défaut d'éclairage de la salle d'audience. Sur l'international, le président américain Joe Biden s'est entretenu par téléphone avec le premier ministre israélien, ont confirmé leurs services respectifs sans donner de précision. Et puis sport, le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor, connaîtra le remplaçant de Aliou Cissé après les matchs d'éliminatoire. Il l'a fait savoir lorsqu'il recevait le trophée des ouvres. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort, déco de développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Kodosek Keneme assure les opérations techniques. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement revient sur la sortie du premier des ministres sur la situation économique du pays. Selon lui, le gouvernement a opté pour la transparence plutôt que la dissimulation. Un exercice unique, responsable et courageux. Dr Chatian Djei. Je lance un dernier message. Pas prévu comme ça, mais c'est le contexte de l'actualité qui me le dit. Vous ne trouverez pas de meilleur endroit pour dire ce message. Je le dis accroupi donc avec beaucoup d'humilité. Le gouvernement du Sénégal a fait un exercice unique, responsable et courageux il y a quelques jours. Le gouvernement est sorti pour dire que les comptes publics du Sénégal ont été falsifiés. Ce sont des comptes erronés. Nos bilans financiers et économiques ne correspondent pas à la réalité. Il y a eu de la tricherie sur les chiffres et l'état de notre nation et l'état économique et financier de notre nation. C'est un exercice difficile pour un gouvernement, un choix extrêmement difficile parce que périlleux. Le choix de la facilité aurait été de dire on ferme les yeux, on bouche les oreilles, on n'a rien vu ni entendu, on ne se crée pas de difficultés, on dit que le Sénégal à 3% de déficit, le taux de croissance est énorme, la dette ne dépasse pas 70%, tout le monde est comme ça. Nous aurait attiré moins, mais ça aurait été du mensonge et cautionné un mensonge. Des évaluations ont été faites, on a découvert qu'il y a eu de la tricherie sur les comptes publics. Le gouvernement a dit, je préfère dire la vérité à mon peuple, je ne mens pas, je leur dis ce qu'il y a pour qu'ils comprennent que c'est difficile, ça sera difficile, mais on s'en sortira parce qu'on commencera par la vérité et la vérité vous rend libre. Et c'est ça l'exercice qui a été fait. Pourquoi il fallait le faire? Il fallait le faire parce que maquiller des comptes publics, c'est condamner un pays à la faillite. Est-ce que ça va se faire dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans? Mais ce sera irrémédiable. La faillite arrivera. Les comptes du Sénégal ont été falsifiés, selon toujours Dr Cheikh Tidiane Djei, sur la dégradation de la note financière du Sénégal qui a vu sa note de crédit révisée à la baisse, passant de B à 3 avec une perspective stable à B1 avec mise sur surveillance. La réaction de Dr Cheikh Tidiane Djei sur la volonté du gouvernement de mettre en place des réformes ambitieuse. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont moins jeunes l'ont vécu. C'est la crise financière de 2008. Vous vous en souvenez. Aux États-Unis, il y avait une banque qui s'appelle Lehman Brothers. Lehman Brothers, une des plus grandes banques américaines, avait falsifié ses comptes, n'a pas révélé son niveau d'endettement. Et Lehman Brothers, banque privée, avait été couverte par le secrétaire au Trésor américain. Pour des raisons de conflit d'intérêts, il n'a pas révélé au gouvernement que cette banque ne dit pas la vérité sur cette, parce qu'il y avait des conflits d'intérêts. En réalité, le niveau d'endettement donné par la banque Lehman Brothers, le vrai niveau, c'était 32 fois ses ressources propres. 32 fois. Donc la banque était 32 fois plus endettée qu'elle ne l'a révélé. Le Sénégal est beaucoup plus endetté que le gouvernement précédent l'a révélé jusqu'ici. Qu'est-ce qui est arrivé avec Lehman Brothers? Du jour au lendemain, on fait des audits. Les audits révèlent que cette banque-là devrait être en faillite depuis longtemps. Aucune autre banque n'a voulu reprendre Lehman Brothers. La justice américaine a déclaré la faillite. Ça fait un effet boule de neige sur le monde entier. Tous les pays sont tombés en crise. Les entreprises sont tombées en faillite. Ici au Sénégal y compris. Dans d'autres pays qui n'avaient rien à voir avec les Américains. Parce que c'est ça la finance mondiale. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Est-ce que nous voulons
continuer à vivre dans la fausseté, dans le mensonge, dans la dissimulation. La gouvernance que nous voulons faire, c'est une gouvernance de vérité. Elle peut être difficile aujourd'hui. Il y a une agence de notation qui a dégradé la note du Sénégal depuis hier. Certains de nos compatriotes, et je regrette que quelqu'un puisse dans un contexte comme cela se réjouir en disant oui, on a dégradé la note, donc c'est le gouvernement qui n'aurait pas dû faire. Le gouvernement, c'est comme si on lui dit continue de mentir pour qu'on ne dégrade pas. Mais ce gouvernement responsable a accepté parce qu'on savait qu'on courait le risque d'être dégradé. Ça, on le savait. Le président le savait, le Premier ministre le savait, le ministre des Finances, nous tous on le savait. Mais on a dit dans cet exercice de vérité avec notre peuple, faisons ce qui est juste et qui est conforme à notre éthique de gouvernement. On ne va pas mentir à notre peuple. On l'a dit, l'agence de notation a dégradé notre note. Ce n'est pas un problème. La finance internationale, nous savons comment ça fonctionne. Le pays va se réajuster. On va reprendre et partir du bon pied. À partir d'aujourd'hui, c'est comme si le gouvernement du Sénégal a semé une graine. Et le 14, vous allez voir le président de la République sortir pour présenter le projet, le référentiel. C'est le jour où la graine sera semée. Et vous allez voir cet arbre grandir, grandir encore. Et ensemble, le peuple tous entier, nous allons le protéger. Nous allons l'alimenter. L'engrais, ce sera nos énergies, notre sueur, nos intelligences. Et dans très peu de temps, puisque comme il y a beaucoup d'intelligence dans notre gouvernement, ce sera un arbre précoce qui va rapidement porter ses fruits pour l'intérêt de toute notre nation. Je tenais à dire ce message parce qu'on est dans une université. Et dans l'université, on doit dire les vérités en ce qui concerne la science et les connaissances. À l'instant, Dr Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Au nom des câbleaux distributeurs, le gérant du CCDS, Papaline Camara, fait part de leur inquiétude sur la problématique de certaines entreprises à la signature de leur cahier de charges et de se faire des autorisations. Il faisait face à la presse. Nous, Consortium du Sénégal, remercions son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, qui, ayant subi de lourds sacrifices, ont permis au Sénégal d'opérer un changement systémique et adapté au projet. Comme nouveau référence de politique publique, notre fierté est d'autant plus grande que l'un des axes majeurs est l'emploi des jeunes qui nous intéresse à titre principal. Notre pensée pieuse va à l'endroit de nos collègues câblo-distributeurs disparus en mer, dans le chemin de recherche de lendemain meilleur, de fait de tracasseries récurrentes subies, comme celle citée tout à l'heure comme exemple, toujours traqué par un concurrent, malheureusement, qui ne dit jamais la vérité et qui préfère toujours voguer dans la calomnie. Mais sachez que ça ne passera pas, parce que nous sommes dans un état de droit. En ces remerciements, nous associons les autorités sectorielles des communications audiovisuelles qui ont publié une circulaire invitant les acteurs à la signature de leur cahier de charges et de se faire délivrer une autorisation. Au demeurant, notre inquiétude persiste car il nous est parvenu de certaines entreprises, dont étrangères, ont pu récupérer leur cahier de charges et leur autorisation, alors que nous, nos lettres de demande de cahier de charges et d'autorisation demeurent à ce jour sans suite. C'est pourquoi nous exprimons notre total engagement à accompagner le projet et pourvoyant des emplois aux jeunes et à consolider ceux créés. À cet effet, nous sollicitons la signature de notre cahier de charges et une autorisation. Le câble devenu la fibre, c'est seulement l'avenir, mais l'essence d'une révolution économique et numérique en marche désormais au Sénégal. Par la même occasion, nous sollicitons une rencontre avec Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko pour lui exprimer notre démarche contributive au projet et au Djubanti. En conférence de presse, Aluna Camara, le gérant du CCDS, à Madina Wandifa, situé dans le département de Bounkiling, où le directeur de la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau revient sur les risques liés aux inondations à Matam. Bakary Fati a mis en lumière l'impact de l'occupation progressive du lit majeur du fleuve. Et nous allons les transmettre à qui de droit. J'ose espérer que ces doléances seront prises à charge par les autorités qui sont vraiment attentives aux interpellations des populations. Et la particularité de ce département-là, c'est le problème d'accès à l'eau. Les forages que nous avons ici ne sont pas assez productifs. Et ceux qui sont productifs, il y a la problématique de coût, c'est la cherté de l'eau. Ici, ma commune native, Medina Wandifa, est la commune la plus fatiguée et en matière d'accès à l'eau. Donc, mais c'est Medina Wandifa qui est connu pour cette problématique, alors que c'est tout le département. Partout où on va, où on a des forages,
il y a des difficultés. Le fleuve Casamance a cette particularité d'avoir deux partitions, une partie continentale et une partie maritime. La partie continentale a connu ce qu'elle devait connaître, la sécheresse, ce qui a fait qu'elle s'est rétrécie et la partie maritime s'est introduite dans cette partie-là pour pousser la salinité vers le continent, ce qui est un peu la problématique. Mais avec le retour des pluies intenses, ça pourrait vraiment jouer. Le fleuve Casamance serait curé à la station de Kolda, et ce qui pourrait vraiment nous permettre d'avoir une bonne hydrolicité qui va nous permettre de pousser la langue salée vers la partie maritime. Mais ça c'est aussi que le fleuve Casamance est un fleuve qui a une pente très faible. Donc du coup, pour que les eaux marines puissent remonter vers les eaux continentales, n'est pas quelque chose de compliqué. Et avec la baisse de la pluviométrie, ça facilite l'avancée de la langue salée vers le continent. Donc c'est un peu ça la problématique. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momar à Lilo. L'info se poursuit sur la référence éducation. Nous en parlons dans ce midi. Après la rentrée scolaire, le directeur de l'école maternelle Mbaba Ndiaye, Dame Diop, a fait le point. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Pratiquement, l'ouverture a été faite il y a cela une semaine. C'était donc le 3 pour le personnel enseignant et le 7 pour les enfants. On a déjà effectué donc les tâches administratives, donc tout ce qui est inscription, organisation des classes. On a tout terminé. Ce qui nous reste tout simplement, c'est le démarrage effectif. Et ce démarrage aussi dépend des conditions dans lesquelles l'école est actuellement confrontée, de l'inondation. Surtout cette année, on a fait un grand pas. Le 5 passé, donc on a mobilisé la communauté. On était donc en train d'évacuer l'eau, etc. Mais bon, après la nuit, la pluie a encore tombé. Vous voyez la situation. Donc l'école est inondée et vraiment on a de sérieux problèmes pour démarrer. Quels sont les sites inondés ici? Voilà, donc c'est la cour de récréation, la cour où les enfants font la psychomotricité, et vous connaissez que la psychomotricité c'est l'une des activités les plus importantes donc au préscolaire. Si aujourd'hui on a eu des problèmes pour faire la psycho, donc ça pose énormément de problèmes. On a vu aussi que là où il y a plus d'eau, c'est là où se situent les toilettes. Et alors on ne peut pas faire venir donc des enfants sans l'accès aux toilettes. Vous voyez donc ce qui pose vraiment la grande difficulté. Dame Diop, le taux de vétusté de l'école maternelle Mbaba Ndiaye est très avancé. Les enfants ne sont plus en sécurité. Il lance un appel pour que l'école soit modernisée au bénéfice de la communauté. Écoutons-le toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. On a dit tout à l'heure que c'est une école qui date de 1963. Bon, construction qui date de 1963. Et vous voyez ce que ça fait. Avec le temps, avec l'usage, ce n'est plus vraiment un bâtiment adapté et les enfants ne sont plus en sécurité en réalité. Si vraiment il y a de bonnes volontés qui peuvent nous soutenir dans ce sens, faire en sorte que l'école soit modernisée, là vraiment ça serait une très bonne chose. Donc nous lançons vraiment un appel à toutes les bonnes volontés. Je veux citer nommément M. Fallou Kébé, vraiment, et les autres bonnes volontés qui habitent le coin, qui habitent Kaolack, qui habitent même en dehors de Kaolack. S'ils peuvent nous venir en aide, ça serait vraiment une très bonne chose. Toujours dans tout projet, il y a ce qu'on appelle les projets à court terme et les projets à moyen ou long terme. Maintenant, à court terme, on a besoin de sable pour vraiment remblayer donc la cour. Et maintenant, peut-être à moyen terme ou à long terme, vraiment de nouvelles constructions pour cette école-là. Mais c'est une école publique et la municipalité, est-ce que a reçu l'aide de la mairie? Je peux dire non. C'est une école publique, c'est vrai, ça dépend donc. La municipalité devrait agir, devrait être à nos côtés, mais malheureusement, bon, on ne sent pas très bien la présence de la municipalité. Ça, c'est la réalité. Le directeur de l'école maternelle Mbaba Ndiaye réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Le concept Ubitei Djangatei n'a pas pu se réaliser dans certains établissements à Kaolack. À l'Institut franco-arabe Cheikh Ousmane Fati Niass, où le directeur Mohamedou Kabir Niass invite la population à venir s'investir au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Cette année, l'ouverture a été un peu perturbée par les pluies, raison pour laquelle l'idéal qui a été émis par le gouvernement, c'est-à-dire Ubitei
n'a pas pu se réaliser. Que certaines écoles contiennent beaucoup d'eau et ont reçu pratiquement les populations pour les aider à prendre un peu leur mal en patience, n'est-ce pas? Bon, mais néanmoins, quelques écoles ont pu décoller, ont pu réaliser l'ouverture en commençant les enseignements apprentissages. Cette école, comme il vous l'a dit, c'est l'école Serigne Maulana Cheikh Ousmane Fati Niass. Le propriétaire, disons le déclaré responsable, M. Omar Niass, m'a demandé de venir cette année l'aider à gérer l'école. Bon, ça a été longtemps son souhait, mais c'est cette année que son vœu s'est réalisé. Certes, je ne suis pas venu ici pour lui, mais je suis venu effectivement pour aider les populations de cette contrée à bénéficier de cette école-là. C'est ça mon rôle. Donc nous invitons toute la population à venir s'investir dans cette école-là. Comment? En faisant d'abord connaître l'école, en venir inscrire les enfants, n'est-ce pas? Aider les enfants vraiment à travailler ici. Si vous voyez que cette école-là est très importante, que certains parents vont prendre, s'ils inscrivent leurs enfants en dehors de cette école, ils pourront payer le transport pour les autres élèves. Ça va vraiment créer beaucoup de difficultés dans la famille. Donc l'essentiel, c'est d'amener les enfants ici, éviter le déplacement. Ils pourront gérer les enfants, les voir chaque jour, n'est-ce pas, les approcher, n'est-ce pas, les conseiller et les soutenir. Donc voilà le rôle de cette école-là. Donc c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle nous allons œuvrer tous pour la réussite de cet établissement. Comme vous le savez, l'enseignement a subi beaucoup d'innovations. Chaque 2 ans, on amène une innovation. Finalement, on va se perdre, n'est-ce pas, même dans la gestion des actions, des apprentissages. Direction Crous de Thiès, où le directeur Serigne Mbacké Lo revient sur la réalisation de nouvelles infrastructures au sein de ce temple du savoir. L'État du Sénégal est en train de mettre en place un nouveau campus de 1000 lits qui est presque à l'étape finition. Le directeur Serigne Mbacké Lo, que je vous propose d'écouter au micro de la radio Al-Fayda. Ici, c'est le campus social et le campus pédagogique. Donc, c'est les endroits bien fréquentés par les étudiants. Il est extrêmement important que ces endroits-là puissent être très propres, très beaux à voir et très praticables. Donc, c'est des espaces d'apprentissage et, comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc là, il faudrait, pour avoir un corps sain, il faut avoir un environnement sain. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons répondu massivement à l'appel du président de la République pour faire de sorte que donc chaque premier samedi du mois, qu'on puisse venir dans un campus, faire le nettoyage, faire des reboisements et puis faire des nettoiements également. Voilà, donc récemment, nous n'avons pas commencé seulement à se faire parce que dites-vous bien que nous sommes dans le cadre d'une rentrée universitaire et nous avons commencé pendant toutes les vacances. Nous avons effectué des insectisations, des infections, des ratisations pour faire de sorte que quand les étudiants vont revenir, qu'ils puissent trouver un endroit plus propre, plus accueillant. Et donc là, nous y sommes avec le personnel administratif, nous y sommes également avec les étudiants qui habitent à Thiès. Le bureau de l'amicale est là. Nous avons aussi les autorités académiques qui vont bientôt nous rejoindre pour qu'on le fasse ensemble. Oui, effectivement, il faut reconnaître qu'à Thiès quand même, la capacité d'accueil en termes d'hébergement est assez limitée quand même. Mais l'État du Sénégal est en train de mettre en place un nouveau campus de 1000 lits qui est presque à l'étape de finition. Et nous espérons bien que ce campus-là va être livré à la fin de l'année ou bien au plus tard en début de l'année 2025. C'est presque en finition. Nous sommes en train d'installer des équipements, s'apprêter donc à la réception de ce campus-là qui aussi à côté aura un restaurant 1000 places assises. Alors nous aurons également à côté un nouveau centre médical. Et la réception de ce chantier-là va grandement soulager les étudiants. Actuellement, ça c'est pour l'université Iba Der Thiam. Mais aussi au niveau de l'école polytechnique, là nous nous apprêtons aussi à recevoir un campus flambant neuf qui va recevoir intégralement l'ensemble des étudiants de l'école polytechnique, en plus du réceptacle existant. Pour l'ENSA aussi pareil, l'ENSA quand même depuis sa création a les mêmes bâtiments, les mêmes pavillons. Les campus qui sont en cours de construction, qui ont bien avancé d'ailleurs, vont bientôt reprendre et nous espérons qu'au plus tard pendant l'année 2025 nous allons recevoir ces chantiers-là. Et vraiment si on les reçoit, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des étudiants vont être... Un autre chantier est en phase de finition, c'est au niveau de l'école polytechnique. Un campus flambant neuf sera bientôt réceptionné selon le directeur du CROUS Serigne Mbacké Lo que nous réécoutons. Effectivement, il faut reconnaître qu'à Thiès quand même, la capacité d'accueil en termes d'hébergement est assez limitée quand même. Mais l'État du Sénégal est en train de mettre en place un nouveau campus de 1000 lits qui est presque à l'étape de finition. Et nous espérons bien que ce campus-là va être livré à la fin de l'année ou bien au plus tard en début de l'année 2025. C'est presque en finition. Nous sommes en train d'installer des équipements, s'apprêter donc à la réception de ce campus-là qui aussi à côté aura un restaurant de 1000 places assises. Alors nous aurons également à côté un nouveau centre médical. Et la réception de ce chantier-là va
grandement soulagé les étudiants. Actuellement, ça c'est pour l'université Iba Der Thiam. Mais aussi au niveau de l'école polytechnique, là nous nous apprêtons aussi à recevoir un campus flambant neuf qui va recevoir intégralement l'ensemble des étudiants de l'école polytechnique, en plus du réceptacle existant. Pour l'ENSA aussi pareil, nous sommes en train d'avoir, c'est vrai que l'ENSA quand même depuis sa création a les mêmes bâtiments, les mêmes pavillons, et les campus qui sont en cours de construction, qui ont bien avancé d'ailleurs, vont bientôt reprendre, et nous espérons qu'au plus tard pendant l'année 2025 nous allons recevoir ces chantiers-là. Et vraiment si on les reçoit, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des étudiants pourront être hébergés, et nous pensons que ça va grandement influer dans le réussite, dans le taux de réussite. Alors vous savez, le CROUS dans ses missions, il est dit qu'il déroule ses missions dans la mesure des moyens disponibles. Donc on héberge aussi les étudiants à la mesure donc des capacités d'accueil disponibles. Et donc pour le moment, les étudiants qu'on peut loger, on les a logés, et nous ferons aussi de sorte que ces étudiants-là puissent être logés dans des conditions acceptables. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Vague de dissension, mais le Parti démocratique sénégalais en sursis avec des voix de plus en plus nombreuses se levant contre la décision de Wade fils. Serigne Momar Sorna a décidé de quitter le PDS après avoir consulté certains responsables et les 29 secteurs du département de Kaolack. Serigne Momar Sorna, que je vous propose d'écouter au micro de Aline Pataradio. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de quitter le Parti démocratique sénégalais. En parfaite entente avec la responsable des femmes de la section communale de Kaolack, Mariama Sen, la présidente des femmes de la commune de Ndofane, Mamse Indoy, et le responsable des jeunes de la commune de Korsosé, Serigne Niaskiam, et les 29 secteurs du PDS que j'ai installés dans le département a soutenu. Les raisons de cette décision, après mûre réflexion, sont en place avec l'opinion de la base et ont surtout été causées par des responsables du Parti démocratique sénégalais qui m'a poussé à la sortie depuis mon accompagnage avec le leader de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, lors de la présidentielle de 2024. Cet autre responsable du PDS de Kaolack, sans le moindre respect du règlement intérieur, en m'écartant du parti, je regrette de quitter le Parti démocratique sénégalais. En poursuite, aucun membre du PDS n'a réussi à faire ce que j'ai réalisé dans le PDS ces 3 dernières années. J'ai investi beaucoup d'argent sur fonds propres pour assister les femmes et les jeunes depuis que je suis dans le PDS. Je ne peux pas comprendre la décision PDS d'aller au législatif en coalition avec l'APR qui a tout fait pour empêcher le président Karim Meïssa Wade dans les élections présidentielles. Je promets, dans les prochains jours, je prononce en concertation avec mes sympathisants et militants sur mon avenir politique en plus soit que la liste que je vais soutenir pour les élections législatives anticipées. Serigne Momar Sorna dit avoir regretté sa décision de quitter le Parti démocratique sénégalais. Venez assister au point de presse tenu par Mme Diarra Diaw, le coordonnateur départemental de Bokk Gis Gis. Mor Gueye déclare avoir suspendu toutes ses activités politiques au niveau du parti Bokk Gis Gis. Je suis venu aujourd'hui assister au point de presse qu'a organisé ma camarade, ma copine, ma compagnonnage, Diarra Diaw, responsable des femmes Bokk Gis Gis du département de Kaolack. Je la remercie beaucoup d'abord. Je la remercie, je la félicite. Une femme que je connais très bien, avec qui j'ai chevauché pendant des années. Une dame très fidèle. Une dame qui a abattu un énorme travail pour le parti. Pour cette raison, je la félicite vraiment de sa position. Je la comprends aussi. Et par solidarité pour Diarra, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, je suspends mes activités politiques pour revoir plus clair la situation du parti. Les qui me poussait à suspendre mes activités au niveau du parti. Alors, parce que c'est une compagnonnage qu'on a effectué ensemble pendant de longues années. On a bâti un travail très important au niveau de ce parti-là. Alors, ce qui a frustré Diarra, qui l'a poussé à faire ce point de presse, ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Parce que je la connais, alors je connais aussi ses activités au niveau de ce parti-là. Du moment qu'elle a démissionné du parti, un élément très important pour ce parti-là, j'ai préféré suspendre moi mes activités politiques au niveau de ce parti, alors pour voir encore plus clair la situation. De considération, c'est-à-dire, on a vu les difficultés politiques que travaille le parti actuellement. Alors, les comités de directeur sont plus convoqués, ne sont plus informés sur les décisions de ce parti-là. Alors, lors des investitures aussi, j'ai vu que la région de Kaolack, le département de Kaolack a été vraiment négligé du point de vue alors investiture. Parce que nous, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait au moins une personne qui soit investie au niveau de la liste de Bokk Gis Gis. Mais comme nous le voyons tous, le parti a été lésé. Alors, ce qui a amené une frustration pour l'ensemble des militants et des responsables qui sont devant. L'actualité sur Alfayda FM.
12h24 sur les pendules du palais de la justice de Kaolack, tribunal de grande instance de Kaolack. Retenus au départ des dossiers ont été renvoyés dans d'autres audiences et pour cause la forte pluie d'hier s'y ajoute un défaut d'éclairage de la salle d'audience. Parmi les personnes jugées, une femme poursuivie par les membres de son groupement féminin qui lui réclame 4 650 000 disparus de la caisse dite Nyetigali. Le verdict du tribunal attendu ce 16 novembre. La chronique judiciaire de ce jeudi avec Nefatou Cissé. Malversation, détournement de fonds et autres délits financiers, les populations à la base, si elles ne font qu'entendre ces infractions au sommet ou dans les entreprises et autres, les vivent à leur manière. Et le plus souvent, pour obtenir justice, elles se tournent vers la loi. Un groupement de 39 personnes porte plainte contre l'une de ses membres en lui réclamant la somme de 4 650 000 à leur procès hier par devant la barre du tribunal des flagrants délits du TGI de Kaolack, chacune des deux parties. D'un côté, la prévenue qui a comparu libre car bénéficiant d'une liberté provisoire et de l'autre, la présidente qui par procuration représentait tous les membres. Face aux dénégations de la prévenue qui après chaque séance avait la charge de garder le coffre dans son domicile jusqu'au dimanche prochain, jour retenu pour leurs activités d'épargne en vue de la Tabaski communément appelée Nyetichabi, déclarant que la date du 5 mai suite au comptage de l'argent qui était en tout 4 650 000. Elle avait devant toute l'assistance souligné qu'elle ne peut pour cause de voyage garder le coffre durant cette semaine. Et c'est la présidente, dira-t-elle, détentrice de l'une des 3 clés qui avait gardé le coffre contenant l'argent à peu près une semaine. Elle l'a ramené même pas 2 jours et on était le dimanche 12 mai, jour où nous avons constaté la disparition des fonds, a déclaré hier la prévenue. Des propos qui ont été infirmés par la partie civile, en l'occurrence la présidente du groupement, déclarant que le coffre ce jour-là, comme cela se faisait après chaque séance, a été ramené chez la prévenue, par qui aucune des parties ni des témoins n'ont pu éclairer ce point devant le tribunal. Où est passé l'argent qu'il a dérobé? Personne n'a pu également renseigner le tribunal sur ces questions. De 2 choses l'une, tranchera le procureur le 5 mai après avoir compté l'argent. Il n'a pas été mis dans le coffre ou le coffre a été ouvert avec les clés à l'insu des autres membres, indiquera le représentant du ministère public. Des interrogations qui feront prendre finalement au procès les allures d'une enquête digne de son nom, tant juge, procureur et avocat s'y mettaient avec ingéniosité. Les parties civiles, par le biais de leurs avocats, ont réclamé pour cause de tout préjudice 8 millions de francs CFA. La défense plaidera à l'abandon de toutes les accusations contre sa cliente, faute de preuves pouvant lui imputer la disparition des 4 650 000. Le parquet, quant à lui, requérera l'application de la loi. Le tribunal donnera donc son verdict le 16 octobre prochain. 17 dossiers examinés lors de cette audience. Parmi les condamnations, des peines fermes. 3 jeunes garçons jugés pour des faits d'escroquerie via Orange Money ont écopé de 2 ans ferme. Parmi les personnes condamnées à des peines fermes, une jeune femme reconnue coupable pour coups et blessures volontaires sur l'épouse du frère de son mari, qu'elle a eu à lacérer avec une lame lors d'une bagarre. Malgré son état de femme enceinte presque à terme, vu la gravité des faits qu'elle reconnaîtra d'emblée et ne suivant pas jusqu'au bout la clémence qu'elle sollicitait, la juridiction prononcera à son encontre 6 mois d'emprisonnement ferme, tout en lui indiquant qu'elle réserve les intérêts civils de la victime qui n'a pas été présente hier à l'audience. Nefatou Cissé, il est exactement 12h27. Actualité internationale. Sur l'international, le président américain Joe Biden s'est entretenu par téléphone avec le premier ministre israélien. Ont confirmé leurs services respectifs sans donner de précision. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont eu mercredi une conversation téléphonique qualifiée de directe et productive, alors que la discussion continue sur la riposte d'Israël contre l'Iran selon la Maison-Blanche. Actualité internationale. En Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains, la formation politique de l'ex-président Laurent Gbagbo, a dénoncé mercredi des arrestations arbitraires et illégales après l'interpellation d'un ancien ministre, également cadre du parti. Actualité
internationale. Au Ghana, la présidence a annoncé hier de nouvelles mesures pour combattre l'orpaillage illégal en réponse à une pression croissante de la société civile ces dernières semaines. Cette exploitation minière illégale représente des risques sérieux pour l'environnement et la santé des mineurs. Actualité internationale. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté hier une prolongation des investigations sur des violations des droits humains au Soudan, où les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan sont en guerre depuis avril 2023. Actualité internationale. Plus de 79 millions de femmes et filles ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles en Afrique subsaharienne. C'est ce qui ressort des données publiées ce jeudi par l'UNICEF. Selon l'agence onusienne pour l'enfance, une femme sur 5 a été victime d'une agression sexuelle ou d'un viol avant l'âge de 18 ans dans cette région du monde. À l'échelle mondiale, 370 millions de filles et de femmes ont été victimes de violences sexuelles, estime l'UNICEF. Actualité internationale. L'ouragan Milton, extrêmement dangereux selon les autorités, a touché terre cette nuit en Floride. Il a balayé la côte de vents violents, de fortes pluies et inondé le centre de cette péninsule du sud-est des États-Unis. Actualité internationale. En Haïti, la violente attaque d'un gang la semaine dernière dans la localité de Pont-Sondé a fait 109 morts et plus d'une quarantaine de blessés, a indiqué un responsable local. Et sport. 12h29 au siège de la Fédération sénégalaise de football, une page sportive que nous ouvrons avec le président de la Fédération, Maître Augustin Senghor, sur le futur remplaçant d'Aliou Cissé. Son nom sera connu après les matchs d'éliminatoire. Voici ses propos. Nous avons décidé, en tout cas au niveau du COMEX, lors de notre comité d'urgence, que l'urgence n'était pas à choisir un entraîneur tout de suite. On a même refusé de réfléchir sur un choix d'entraîneur, mais on a dit l'urgence c'était de remobiliser les troupes, remobiliser ses collaborateurs, parce qu'il n'y avait pas 36 solutions, c'était de se reposer sur l'existant, des gens non seulement qui ont de la qualité comme Aliou, mais qui ont travaillé avec lui, qui connaissent la tanière, que les joueurs connaissent et qu'ils connaissent, pour continuer cette mission sur ces deux matchs importants. Et aujourd'hui, la seule urgence qui vaille dans nos têtes, c'est de gagner ces deux matchs pour nous qualifier, reste mettre le Sénégal sur l'orbite de la performance que nous le connaissons, et après seulement s'ouvrira la période de recherche d'un entraîneur. On espère qu'on n'ira pas chercher trop loin, parce qu'aujourd'hui j'ai fait quand même l'éloge de l'expertise nationale. Je pense que mon comité ne me démentira pas. Notre priorité c'est cela. Nous resterons dans notre logique. C'est vous-même qui le dites, hein, les Sénégalais, voilà, moi je suis sérieux. Nous avons fait tâche d'huile en Afrique. Si beaucoup de pays qui avaient l'habitude de prendre des entraîneurs étrangers, occidentaux, aujourd'hui se sont retournés vers l'expertise nationale, c'est parce qu'ils ont comme référence le Sénégal. Et je pense que ça nous a réussi. On ne doit pas être vraiment dans des positionnements, je dirais, figés, mais on doit pouvoir se reposer sur l'existant, les acquis, pour continuer à avancer. Et donc, comme je l'ai dit, en tout cas, le COMEX en décidera peut-être pas forcément aujourd'hui, comme on a dit que ce n'est pas notre priorité, pour définir les critères de choix et peut-être travailler sur une liste restreinte pour remplacer Aliou. Bien entendu, sur place ici, nous avons des Sénégalais qui sont capables de le faire, mais aussi à l'extérieur, nous avons de dignes représentants qui sont capables de le faire. Mais c'est un choix qui devra être fait. La fédération le fera en relation avec l'autorité, parce qu'on sait que l'autorité est le tiers payant dans ce domaine-là, et que aussi, c'est l'autorité qui nous a délégué son pouvoir. Il est important qu'on soit à phase sur les choix, sur les orientations, et à chaque fois que de besoin de moi, je me retournerai vers notre tutelle pour savoir ce que l'État pense par rapport au choix de ce futur entraîneur-là. Les propos de Maître Augustin Senghor. Le tirage au sort du CHAN a été effectué hier au Caire, en Égypte. 42 nations sont en lice pour les deux premières étapes. 19 seront qualifiés pour le tournoi final. Champion en titre, le Sénégal jouera en second tour le vainqueur Libéria Sierra Leone. Cette 8e édition aura lieu du 1er au 28 février 2025. Ce sera au Kenya, Tanzanie et Ouganda. Le football étendé, ancien coéquipier de Liman Ndiaye Sheffield United et grand fan du football sénégalais de l'équipe nationale, Georges Baldock a été retrouvé mort dans sa piscine.
Un des supporters de l'équipe nationale du Sénégal s'en est allé, paix à son âme. Éliminatoire à Cannes 2025, ce soir à 16h30, Cap-Vert reçoit le Botswana, Bénin reçoit le Rwanda, Algérie reçoit le Togo, Burkina Faso reçoit Burundi à 19h en Europe, deuxième journée Ligue des Nations à 18h45. Israël reçoit la France, Italie joue la Belgique, Angleterre joue la Grèce, Finlande joue l'Irlande, Île Faroé joue l'Arménie, Moldavie joue Andorre. 9e journée zone Amérique du Sud qualifiée éliminatoire mondial. À 20h, Bolivie joue Colombie, Équateur, Paraguay, Venezuela, Argentine, Chili, Brésil prévu à 0h. 12h33, tout de suite la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs, Pop, Place, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, Le Matin. La presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 45 par Ngonéjaï. Bonjour et bienvenue. Élèves exclus pour port de voile. La direction de l'école Sainte-Bernadette parle de provocation, rapporte le quotidien La Dépêche. Arrêté sur le voile et les signes religieux. Grogne en sourdine dans le privé catholique, nous dit à ce sujet L'As Quotidien. Renvoi d'une élève de l'école privée catholique Sainte-Bernadette contraint le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, à sortir un communiqué rendant certains signes religieux acceptables. Prendra-t-elle le dessus sur le règlement intérieur de certaines écoles? En tout cas, l'État du Sénégal à la recherche d'une bonne formule pour une année apaisée. Enseignement, apprentissage et port de voile dans les établissements privés. L'État du Sénégal cherche la bonne formule, affiche Sud Quotidien. En plus du déficit d'enseignants, de salles de classe et autres abris provisoires, sans occulter les grèves cycliques auxquelles les différents régimes ont été confrontés chaque année. Celui de Bassirou Diomaye Faye va devoir faire face à la problématique du port de voile dans les établissements. De l'éducation, nous voilà à la politique sur le recours de la coalition Taku Wallu Sénégal contre la candidature de Pastef. L'Indépendant nous dit que Sonko contre-attaque. La tête de liste nationale du Pastef a déposé hier au greffe du Conseil constitutionnel via ses avocats de mémoire en réponse à 2 réclamations de la coalition Taku Wallu Sénégal. Dans les 10 documents, Maître Bamba Cissé et compagnie ont anéanti l'argumentaire de la coalition de l'opposition et donnent les preuves de l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024. Après 2 recours de Taku Wallu Sénégal contre la candidature de Sonko et la liste Pastef, And Liggéey Sunu Réew exhume l'affaire Ndiaga Diouf. Le journal Vox Populi titre ALSR veut invalider la candidature de Barthélémy Diaz et la liste nationale de Samba Sekadou. Recours devant le Conseil constitutionnel, la candidature de Barthélémy Diaz en danger, informe Enquête Quotidien. Barth sur la corde raide, écrit Dakar Presse. Recours pour l'inéligibilité du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, face au syndrome Yewwi Askan Wi, lit-on dans L'As Quotidien. Pendant ce temps, rumeur sur l'invalidation de la candidature de Barthélémy Diaz et Sam Sekadou. Grand panel dénonce une intox et Walfadjri Quotidien présente ses excuses à la coalition. Réponse politique contre Pastef, Gumsa Bop, liste les scandales du régime Sonko Diomaye, scandale sur scandale de l'ONAS, scandale des 450 milliards de rebonds, scandale des marchés de l'AIBD, scandale du terre, scandale des 91 milliards de laser. Et puis un autre sujet abordé par le quotidien La Tribune, les Sénégalais de plus en plus fatigués, les populations s'enfoncent dans la galère, note le même journal. Si le Sénégal est un pays attractif, comme on le dit, les jeunes ne seraient pas attirés par l'Europe au risque de leur vie. Que sont devenues les promesses sur le coût de la vie, le loyer, l'accès aux soins et au logement? De Senghor à Diomaye, un océan de promesses non respectées, souligne le même journal. Reddition des comptes, ces ministres de Macky vers la prison, relève L'Observateur. Se faire élire député pour ralentir la machine à compression Diomaye Sonko, tout sur la haute cour, une juridiction aux procédures dérogatoires. Terminons cette revue des quotidiens en sport. Équipe nationale du Sénégal, succession du coach Alioune Cissé. Maître Augustin Senghor, dans plusieurs quotidiens parus ce matin, lâche le coup et dit, je cite, Aliou Cissé a réveillé le champion qui dormait en nous. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique.
La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaï. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 22 minutes. Ce sera un Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Dégradation de la note du Sénégal par Moody's. Le lancement du référentiel du projet devrait enfin permettre aux partenaires du Sénégal d'avoir une bonne visibilité sur les politiques économiques à mettre en œuvre. Vague de contestation secoue le PDS et les critiques fusent. Cette vague de dissension met le parti en sursis avec des voix de plus en plus nombreuses se levant contre la décision de Wadfis. Justice au tribunal de grande instance de Kaolack retenu au départ. Les dossiers ont été renvoyés à d'autres audiences et pour cause la forte pluie d'hier s'y ajoute un défaut d'éclairage de la salle d'audience. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite du programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.